C'est bon, ça tourne? Ouais, tu peux mentionner les questions. Ok. Bien, Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter avant toute autre chose? Oui, c'est très simple. Je suis un universitaire. J'ai été d'abord assistant, puis maître de conférence, puis à la fin directeur d'études, c'est-à-dire professeur d'université à l'école des hautes études en sciences sociales. Ma première spécialité est l'économie soviétique puis russe. C'était effectivement sur l'économie soviétique que j'ai fait mes deux thèses, la thèse de troisième cycle qui existait à l'époque, et puis la thèse d'État en 1985. Je travaille aussi, bien entendu, sur les questions européennes et les questions monétaires et l'économie du développement, puisque j'ai dirigé le master d'économie du développement, de socio-économie du développement très précisément, à l'école des hautes études de 1996 à 2009. Après, ben voilà, je suis à la retraite depuis 2018, après avoir donné 42 ans de ma vie à l'éducation nationale. Et puis je continue à travailler, je continue à enseigner en Russie. J'ai d'abord enseigné au Haut Collège d'économie à Moscou, et puis j'ai enseigné depuis 2004 à l'école d'économie de Moscou, ce qu'on appelle la Moskovskaya Shkola Ekonomiki, qui est en fait un département de l'université d'État de Moscou. Et je rentre en fait de Russie puisque j'ai participé au séminaire franco-russe qui se tient tous les ans depuis maintenant 1991, une session se tenant en France, l'autre session se tenant en Russie, et ça c'était la session retour qui se tenait en Russie. Alors, justement, on va parler de la Russie, de la géopolitique, de la situation internationale actuelle. Vous avez beaucoup parlé des sanctions. Les sanctions contre la Russie visaient à faire, selon les dirigeants français, à faire s'effondrer l'économie russe. 9 mois après, est-ce que ça a fonctionné? Et oui ou sinon, quelles en sont les raisons? Alors, l'économie russe ne s'est pas effondrée, elle a bien résisté aux sanctions. Attention, je ne dis pas que les sanctions n'ont pas eu d'effet. Les sanctions ont eu un effet, c'est évident, et d'ailleurs, l'économie russe, qui était sur une pente de croissance de l'ordre de 2,5 à 3% en début d'année, va terminer cette année. Alors, c'est un peu difficile de le dire maintenant, mais avec un recul compris entre moins 2 et moins 3%. Donc oui, effectivement, les sanctions ont bien eu un impact, ils n'ont pas du tout eu l'impact qui avait été prévu. D'ailleurs, que ce soit par certains collègues russes, qui étaient complètement catastrophistes en mars, qui annonçaient un recul de l'économie de moins 15 à moins 20%, ou que ce soit par des experts occidentaux, qui ont annoncé des reculs de l'ordre de moins 12 à moins 10%. Par exemple, la fameuse étude Yale qu'on ressort régulièrement annonçait, elle, un recul de plus de moins 10%. On n'est très clairement pas dans ces zones-là. Alors pourquoi l'économie russe a résisté? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il semble bien que les Russes s'attendaient aux sanctions qui ont été prises, et en particulier aux sanctions financières. Et ils ont donc pris des mesures qui leur ont permis de résister, et qui d'ailleurs, de manière assez paradoxale, se sont traduites par un relèvement du rouble, du taux de change du rouble, par rapport au dollar et à l'euro. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, eh bien parce que la Russie n'est pas isolée. Et ça, si vous voulez, c'est une constante dans l'histoire des sanctions, parce que l'histoire des sanctions est très vieille. Les premières sanctions, elles datent des années 20 et elles avaient été prises par la SDN. Alors, dans l'histoire des sanctions, on voit que les sanctions n'ont un effet réel que quand le pays est isolé. Quand c'est une petite économie, d'abord, ça c'est très important, et surtout quand le pays est isolé. Et on voit bien aujourd'hui que la Russie n'est pas isolée. Bien sûr, son commerce avec les pays européens et globalement les pays du bloc américain, les États-Unis, Australie, est en train de se réduire fortement, mais inversement se développe un très fort commerce avec les pays d'Asie,
Chine, et là on voit que les volumes d'échanges avec la Chine ont très fortement augmenté. Inde aussi, les volumes ont très fortement augmenté. Mais au-delà, il y a toute une série de pays d'Asie, que ce soit la Malaisie, l'Indonésie, de pays du Moyen-Orient, qui développent leur commerce avec la Russie, l'Égypte en particulier, mais aussi, et c'est assez intéressant, l'Arabie Saoudite, et puis surtout les pays d'Amérique latine, qui se refusent à appliquer les sanctions, et la Russie est en train de développer un commerce extrêmement important, que ce soit avec le Brésil ou l'Argentine. Donc, ça, ce sont des raisons qui expliquent aussi, naturellement, la très bonne résistance de l'économie russe. La troisième raison, c'est que l'économie russe s'est adaptée d'elle-même. Alors bien sûr, le gouvernement a pris des mesures qui visaient à favoriser cette adaptation, mais mes collègues et moi, nous avons peut-être eu tendance à sous-estimer la capacité d'adaptation de l'économie russe, et j'ai des collègues qui gèrent une base de données qui couvre environ 6000 entreprises en Russie. C'est-à-dire qu'ils envoient régulièrement, toutes les 2 semaines ou tous les mois, des questionnaires, les entreprises leur répondent. Bon. Et en fait, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises russes se plaignent moins de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Elles s'en sont beaucoup plaintes en avril, mai et début juin. Mais là, aujourd'hui, elles s'en plaignent beaucoup moins. Ce dont elles se plaignent, c'est essentiellement d'un manque d'investissement, d'un manque de cash, même si le gouvernement est en train de les soutenir, il a pris toute une série de mesures, et d'un manque de main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est un problème qui va, à mon avis, rester de manière générale en Russie. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi cet ajustement, cette adaptation à la situation des sanctions, qui a été plus rapide que ce que nous pensions, en tous les cas, dans le premier trimestre ou dans les 2 premiers trimestres qui ont été marqués par les sanctions, devrait aujourd'hui se ralentir, sauf si des mesures spécifiques sont prises, parce que la Russie manque effectivement de travailleurs qualifiés. On sait que le taux de chômage en Russie est très faible, il est de l'ordre de 3,9% de la population active. Et dans des activités comme, si vous voulez, des activités de soudure, enfin des activités qui touchent à la mécanique, qui sont des activités d'ouvriers professionnels, hein, donc d'ouvriers qui sont qualifiés, mais ce qu'on appelle dans la nomenclature française des ouvriers professionnels, eh bien les salaires sont en train de s'envoler parce qu'il n'y a pas globalement assez de personnes formées. Donc ça, oui, ça pose un véritable problème, et d'ailleurs, le gouvernement russe envisage aujourd'hui d'importer de la main-d'œuvre immigrée, mais alors de la main-d'œuvre immigrée formée. Autrement dit, il regarde plutôt une main-d'œuvre immigrée qui viendrait du Bélarus, qui a aussi une industrie non négligeable, qui viendrait du Kazakhstan, qui viendrait peut-être même de Chine et du Vietnam. Alors que pour l'instant, la main-d'œuvre immigrée en Russie, qui est importante, on oublie que la Russie est un grand pays d'immigration depuis pratiquement une vingtaine d'années, eh bien, elle est essentiellement composée d'ouvriers qui viennent, enfin de travailleurs qui viennent d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, bon, et qui travaillent plutôt dans la construction, c'est classique, hein, ça a été la même chose en France dans les années 60 et au début des années 70, ils travaillent donc plutôt dans la construction et un petit peu dans le commerce. Visiblement, les dirigeants occidentaux n'ont pas réussi à évaluer la solidité réelle de l'économie russe et sa capacité de résilience. Comment est-ce que vous expliquez cet aveuglement? Alors, bon, d'abord il y a une dimension idéologique, c'est évident, mais cet aveuglement peut s'expliquer parce que on a utilisé des chiffres qui étaient des chiffres largement inexacts. Je m'explique.
Vous avez, par exemple, quand vous cherchez à mesurer le poids de la Russie dans l'économie mondiale, vous avez déjà deux méthodes. Une méthode qui consiste à utiliser le PIB en roubles et à utiliser, je dirais, le taux de change qui le transforme en dollars. Bon. Le problème, c'est que les taux de change correspondent assez rarement à une réalité économique qui sont affectés par toute une série de facteurs comme les spéculations, bref. Et là, ça vous donnait un PIB de la Russie qui était à peu près égal à celui de l'Italie. C'est ce qu'on entend, ou de l'Espagne. Bon. Sauf que si vous utilisez ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, là, le PIB de la Russie est à peu près égal à celui de l'Allemagne, ce qui fait déjà une différence assez sensible. Troisièmement, eh bien, d'où vient ce PIB ? Bien sûr, vous avez le secteur des services, alors commerce, bon. Vous avez le secteur de la production matérielle, c'est quoi ? C'est l'agriculture, la construction, l'industrie. Or, le secteur de la production matérielle, je dis bien, non pas que je nie le fait que les services contribuent aussi à la production, mais c'est largement dans de la production immatérielle. Le secteur de la production matérielle est largement supérieur en Russie à ce qu'il est dans l'Union européenne, en Allemagne, en France, etc. Et donc là, si vous recalculez à partir de là, en pondérant justement par le poids de la production matérielle, le poids du PIB russe, eh bien vous avez un PIB qui est même largement supérieur à celui de l'Allemagne. Je signale d'ailleurs que cette question se pose aussi par rapport à la Chine, et qu'on a tendance, de même qu'on a tendance à sous-estimer le PIB de la Russie, on a aussi tendance à sous-estimer le PIB de la Chine. Bien. Après, vous avez une quatrième manière de regarder les choses, qui est de regarder quelle est la part, si vous voulez, de la Russie sur les ressources en matières premières mondiales. Alors, évidemment, on pense aux hydrocarbures, mais il n'y a pas que les hydrocarbures, il y a les métaux, il y a les matières premières agricoles, etc. Et on voit que la Russie est un des tout premiers pays en matière de commerce, si vous voulez, de ce type de produit. Donc, ça me fait penser que le poids réel de la Russie dans l'économie mondiale a été très largement sous-estimé. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement du traitement médiatique de la Russie, de la guerre en Ukraine, en France et dans les pays occidentaux ? Est-ce qu'on peut éviter l'accusation d'être pro-russe ou, à l'inverse, d'être pro-américain lorsque l'on cherche à adopter un point de vue un minimum mesuré sur tout ça ? C'est vrai que la manière dont la Russie est traitée, et ça ne date pas du début du conflit, c'est quelque chose qui est en fait très antérieur au conflit. La manière dont la Russie est traitée par la grande presse, que ce soit les chaînes de télévision ou que ce soit les journaux, m'a toujours semblé assez scandaleuse à cause des biais qui sont adoptés. Et ces biais n'ont fait que se renforcer, évidemment, avec le début de la guerre. Alors, je précise tout de suite, la guerre entraîne une propagande de guerre. Une propagande de guerre qui existe des deux côtés. Bien. Par ailleurs, cette guerre, je l'ai écrit, cette guerre commence effectivement par une agression de la Russie, et j'ai expliqué pourquoi, même si on devait entendre les raisons que donnaient les dirigeants russes, rien ne pouvait justifier cette agression. Bon, ça c'est dit. Mais maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que un certain nombre d'organes de presse, alors par exemple des chaînes d'information en continu, LCI pour ne pas la nommer, mais elle n'est pas la seule, reprennent systématiquement la propagande ukrainienne, sans se poser la question de savoir, voilà, dans ce que disent les Ukrainiens, il y a à l'évidence
une très grande dimension de propagande. Et donc, il faut là, plutôt chercher à modérer, ou plus exactement, à percer ce voile de la propagande, qui existe du côté russe, c'est évident, mais qui existe aussi, évidemment, du côté ukrainien. Je donne quelques exemples. Nous avons d'abord cette affirmation comme quoi la Russie aurait voulu conquérir l'Ukraine. Quand on regarde les effectifs déployés par l'armée russe en Ukraine, c'est tout à fait risible. L'armée russe a déployé entre 150 et 170 000 hommes en Ukraine. Alors je signale que lors de l'offensive de 1943, qui a abouti à la libération de l'Ukraine après la bataille de Koursk, bon, qui s'étend d'ailleurs sur le début 1944, les soviétiques avaient déployé sur cette partie du front entre 2,5 millions et 3 millions d'hommes. Bon. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même type d'effectif et que les Russes ne pouvaient pas s'être fixés comme objectif une conquête générale de l'Ukraine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on tend à oublier qu'aujourd'hui, les forces ukrainiennes sont très largement supérieures en nombre aux forces russes. Sont pratiquement 3 fois plus nombreuses. Je parle bien des forces de combat, c'est-à-dire en termes de soldats qui se situent sur la ligne de front. Et par ailleurs, troisième point qui n'est jamais évoqué, c'est le fait que l'aide des pays de l'OTAN, qui a permis d'ailleurs à l'Ukraine de résister et de passer à la contre-offensive à partir du mois de juillet dernier, cette aide des pays de l'OTAN est en train de se tarir. Non pas qu'il y ait une mauvaise volonté des pays de l'OTAN, de ce point de vue-là, non, absolument pas, mais tout simplement que les pays de l'OTAN, et les États-Unis en premier lieu, n'ont plus de matériel à donner à l'Ukraine. En 10 mois de guerre, l'Ukraine, les combats, ont épuisé 13 ans de stock pour les missiles anti-chars et les missiles anti-aériens portables fabriqués aux États-Unis. En 10 mois, 13 ans de stock. Il n'y a plus de munitions. L'industrie américaine n'est pas capable de produire suffisamment de munitions. D'après les calculs qui sont faits dans des revues américaines, hein, dans des revues comme The National Interest, le Washington Post, le Wall Street Journal, les estimations sont au mieux de 6 semaines de guerre. Autrement dit, en un an, la capacité de production de l'industrie américaine serait l'équivalent de ce que les Ukrainiens auraient besoin pour 6 semaines. Donc, il y a un véritable problème, et ça serait le minimum des choses, d'en informer les gens, parce que ça leur permettrait de comprendre pourquoi toute une série de personnes, et en particulier des militaires haut gradés aux États-Unis, des gens qui sont dans l'état-major général, appellent aujourd'hui les Ukrainiens à rechercher une négociation. Parce que ce sont des gens qui font leurs calculs et qui voient très bien que l'armée ukrainienne sera probablement à nu au début de l'année prochaine. Alors que, dans l'autre camp, l'armée russe se renforce de manière assez régulière. Donc, il y a une forme de reprise de la propagande ukrainienne qui aboutit en réalité à une désinformation des opinions occidentales. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement grave. C'est grave parce que ça limite les capacités d'action des gouvernements. En fait, les gouvernements, si vous voulez, sont contraints par cette idée qu'ont une partie des opinions occidentales que non, les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là, si vous voulez, ça fait qu'on n'entend pas les quelques bribes de discours raisonnables
tenus par les dirigeants occidentaux. Quand Emmanuel Macron, pour qui je n'ai aucune sympathie par ailleurs, mais quand il dit « il va falloir prendre en compte les intérêts de sécurité de la Russie », c'est une évidence, si vous voulez. Le problème, c'est que ça a suscité un tollé dans la presse et dans l'opinion. Pourquoi ? Parce que cette opinion vit toujours sur cette illusion comme quoi la guerre va être gagnée par l'Ukraine. Ce qui, je le répète, n'est pas le cas, et l'opinion pourrait être très surprise par les événements qui pourraient survenir en janvier ou en février, où là, l'armée russe se sera considérablement renforcée. Elle se sera renforcée en nombre, avec l'arrivée des personnes mobilisées, et elle peut très bien repasser largement à l'offensive. Donc voilà, on est sur une situation qui, je dirais d'un simple point de vue matériel, politique, pose un énorme problème, et d'une certaine manière, on se refuse à voir des choses qui existent, comme par exemple l'extrême corruption du système politique ukrainien, qui est très supérieure à la corruption qui existe du côté russe. Mais si vous voulez, j'ai travaillé en Ukraine, j'ai travaillé en Russie, je veux dire qu'il y a une grande différence. Qui ne prend pas en compte le fait qu'il y a en Ukraine des éléments nazis. Alors je ne dis pas que le gouvernement ukrainien soit entre les mains des nazis, c'est faux, ça je suis tout à fait d'accord, ce qui veut dire que d'ailleurs l'argument de dénazification de l'Ukraine qui est utilisé par les Russes me semble un argument faux, mais dire cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nazis et des nazis en position influente, que ce soit dans les forces armées, ou que ce soit dans certains segments de la politique ukrainienne. Le nombre de rues qui ont été rebaptisées du nom de Bandera ou de ses acolytes pose problème. Quand on sait les massacres provoqués par Bandera et ses acolytes, massacres de juifs, évidemment, mais aussi de Polonais, puisqu'il y a eu une forme de nettoyage ethnique des régions que les bandéristes considéraient comme polonaises et qui étaient à l'époque en Pologne. Bon, bref, on fait aujourd'hui silence sur le fait qu'une partie du système politique ukrainien met en valeur des gens qui sont des génocidaires. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement gênant, et on devrait avoir, en réalité, beaucoup plus d'équilibre sur cette question. Et justement, vous parlez d'équilibre et de la nécessité de prendre en compte le point de vue de l'autre. Comment est-ce que cette guerre est vécue en Russie, justement ? Comment est-ce que la société russe perçoit la guerre ? Comment est-ce qu'elle perçoit une forme de rupture avec ce qu'ils appellent l'Occident, enfin l'Occident collectif ? Est-ce que ça pose des questions aussi d'ordre identitaire concernant l'appartenance de la Russie à la sphère occidentale ou à la sphère asiatique ? Comment est-ce qu'ils vivent tout ça ? Alors, d'abord, si vous voulez, je voudrais préciser que, en tant qu'individu, même si je suis retourné à Moscou, évidemment, mes contacts sont limités. Alors, ils sont limités très sociologiquement, si vous voulez. Qu'est-ce que je fréquente ? Je fréquente des économistes, je fréquente des académiciens, puisque je suis moi-même membre étranger de l'Académie de Russie, des professeurs, des étudiants. Bon, que ce soit mes étudiants actuels ou que ce soit mes étudiants des précédentes années, etc. Donc, c'est quand même un milieu assez particulier. Bon. Alors, très clairement, il y a eu, et ça on le voit dans les sondages, en particulier les sondages du FSIOM, qui me semblent être les sondages les plus crédibles. Non pas qu'un sondage soit exactement la réalité. On sait très bien que le sondage n'est qu'une photographie de l'opinion à un moment donné. Bref, bon, mais malgré tout, le FSIOM, qui a une technologie des sondages qui est extrêmement sérieuse,
montre qu'il y a, malgré tout, un soutien au gouvernement, un soutien à Vladimir Poutine, et une montée de ce soutien. Autrement dit, l'opinion russe était beaucoup plus hésitante ou était partagée sur le déclenchement de cette guerre en mars, début avril, qu'elle ne l'est maintenant. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Alors, moi, ce que j'ai pu voir en parlant avec toute une série de personnes pendant la semaine que j'ai passée à Moscou, et je le redis, hein, ça n'a aucune valeur sociologique, c'est purement quelque chose, une impression. Les gens, aujourd'hui, sont dans une forme de patriotisme qui va de la résignation, on ne voulait pas cette guerre, mais du fait de l'engagement de l'OTAN, elle est inévitable, bien, jusque au non, cette guerre était dès le départ un affrontement entre la Russie et l'Occident collectif, c'est là que va se jouer le sort de la Russie. Bon, il y a grosso modo toutes les nuances, hein, mais il y a quand même une adhésion patriotique, il y a une adhésion au thème patriotique qui me semble assez large. Ce qui est intéressant, c'est que les gens de 40-50 ans et plus sont beaucoup plus raisonnables que les gens de 20 à 30 ans. Et moi, j'ai été assez choqué par les réactions de mes étudiants, ou de mes anciens étudiants. Alors, je savais, si vous voulez, qu'il y avait une montée du nationalisme importante depuis 2014-2015. Je l'avais vérifié dans les groupes d'étudiants, bon, je l'avais senti, on en avait discuté. Bon. Mais là, aujourd'hui, on est en présence, je dirais, d'une forme de patriotisme exacerbé chez ces jeunes, qui les conduit d'ailleurs à critiquer Vladimir Poutine, mais non pas comme pourrait le penser parce qu'il a déclenché la guerre, mais parce qu'il n'en fait pas assez, en fait. Qui le critique parce qu'il n'a pas mobilisé l'économie russe. J'ai dit, attendez, est-ce que vous imaginez ce que ça serait qu'une mobilisation de l'économie russe ? Excusez-moi, il faut savoir ce que ça signifie. Moi, j'ai bien étudié les différentes mobilisations pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est quand même un choc absolument cataclysmique sur une économie, une mobilisation de l'ensemble des moyens de production. Bon. Ils ont aussi des formules, comme par exemple, ils parlent de la découlakisation des oligarques. Moi aussi, je leur ai dit, il y en avait plusieurs qui ont utilisé ce terme, j'aurais dit, attendez, faites attention à l'usage des mots. Qui parlent de découlakisation implique des massacres dans la paysannerie qui ont touché des centaines de milliers de gens, peut-être 800 000, on ne sait pas exactement, bon, mais c'est un niveau de masse. J'ai tenté de les raisonner en leur rappelant un mot que m'avait tenu Yevgeny Primakov lui-même en 61. Il m'avait dit, vous savez, commencer à tuer, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Mais s'arrêter de tuer, c'est autrement difficile. Bon. Et j'ai constaté que ce type de discours avait beaucoup de mal à passer. Alors après, sur la relation avec l'Occident, il faut toujours rappeler que la population russe, elle est à la fois culturellement largement tournée vers l'Occident, mais historiquement assez peu, ou plus exactement, les dimensions asiatiques dans le pouvoir russe sont importantes. Par exemple, ce qu'on appelait la noblesse russe avant 1914 n'est pas du tout comparable à la noblesse française.
ce sont des nobles qui tirent leur titre de noblesse et leur puissance du tsar. Alors que beaucoup de nobles français tiraient leur puissance du système féodal. Et en réalité, le système féodal européen n'a jamais existé en Russie. Il faut en avoir conscience. Donc, c'est un mélange. La Russie a toujours été ce mélange de gens qui regardent vers l'Occident pour des raisons culturelles, mais qui sont politiquement dans une culture politique qui, elle, est beaucoup plus asiatique. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a le sentiment, qui n'est pas faux, hein, que l'Europe est grosso modo ce qu'on peut appeler la zone atlantique, c'est-à-dire la zone qui est comprise par qui est délimitée par les États-Unis et l'Union européenne. Que cette zone atlantique n'est plus une zone de forte croissance. Et que donc, il est de l'intérêt de la Russie de se tourner assez massivement vers l'Asie, la Chine, évidemment, mais aussi l'Inde, puis d'autres pays, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Bon. Et donc on sent bien qu'il y a là une forme de basculement. Après, les gens de plus de 50 ans tiennent plutôt un discours « Pourquoi, vous, Européens, nous rejetez-vous » Autrement dit, ils vont regretter cela, mais ils vont le faire porter sur l'épaule des Européens. Et les jeunes, eux, ne se posent même plus ce problème et disent l'avenir de la Russie se joue à l'Est. L'avenir de la Russie se joue dans le développement du commerce, de la production commune, avec toute une série de pays asiatiques. Et c'est là qu'on va faire notre vie. Bon. Donc, il y a cette espèce d'ambiguïté, mais qui, d'une certaine manière, ne fait que rappeler cette grande, si vous voulez, ambiguïté générale de la culture russe. La culture russe, on peut dire que c'est une forme d'occidentalisation qui est plaquée sur quelque chose qui historiquement n'est pas européen, ou n'est que peu européen, et qui a toujours provoqué des incompréhensions, parce qu'on n'a jamais voulu comprendre la réalité de ce qu'était la Russie. Si vous voulez comprendre la Russie, il faut lire, ça a été très bien traduit, je crois que c'est Elsa Triolet qui en avait assuré la traduction, le poème d'Alexandre Bloch, Les Scythes. Et ce poème, qui a été écrit en 1918 ou 1919, et qui est qui d'une certaine manière dit à l'Europe, si vous ne comprenez pas la révolution qui est en train de se jouer en Russie, alors nous nous jetterons dans les mains des Asiates. Nous deviendrons asiatiques. Et aujourd'hui, il me semble que, peut-être plus que jamais, ce poème de Bloch établit bien le type de basculement qui est en train de survenir en Russie. Alors, vous avez participé récemment donc au colloque oui, franco-russe économie. Au séminaire franco-russe, oui, qui s'est tenu du 20 au 27 novembre. D'accord. Alors, justement, quels sont les débats actuels au sein de la classe politique russe et chez les économistes, chez les académiciens, pour faire face aux sanctions économiques? Est-ce qu'il y a des débats politiques sur l'orientation à prendre pour l'économie russe à l'avenir? Oui, il y a énormément de débats. Et ce sont des débats très libres, d'ailleurs qui s'expriment dans la presse. Si vous voulez, vous allez regarder le site du Moskovski Komsomolets ou le site de la Nezavissimaya Gazeta ou celui de Expert, qui était un très très grand hebdomadaire économique et politique. Bon, il y a beaucoup de débats. Alors, chez les économistes, il y a un quasi-consensus sur le fait que
l'économie russe, si elle veut retrouver une trajectoire de forte croissance, doit tirer toutes les conséquences de la situation actuelle. Et donc, il va falloir renforcer le rôle de l'État dans le financement des entreprises, dans l'investissement, non pas supprimer l'investissement privé, mais il va falloir renforcer l'impact des politiques publiques. Il va falloir aussi organiser, en fait, une coordination plus étroite des politiques économiques. Alors, c'est ce qu'on appelle une forme de planification. Soit on fait référence à ce moment-là au modèle français de planification. Certains qui connaissent bien leur histoire vont dire c'est pas le Gosplan, mais c'était l'organisme qui existait avant le Gosplan, le VSNH. Qui vont dire c'est plutôt à ça qu'on pense. Non. Donc il y a tous ces débats. Et puis surtout, il y a des critiques extrêmement fortes qui sont portées contre la politique actuelle du ministère des Finances et de la Banque centrale. Alors, ces critiques qui me semblent plus justifiées d'ailleurs sur le ministère des Finances que sur la Banque centrale. Oui, il est clair que la volonté du ministère des Finances de revenir à un équilibre budgétaire rapide, grosso modo, ils disent 2024, me semble une erreur. Et il faudrait que le ministère des Finances prenne en compte le fait que cette forme de transformation de l'économie russe impliquera un déficit budgétaire important, enfin quand je dis important, de l'ordre de 2,5 à 3% par an, c'est-à-dire grosso modo un déficit qui serait dans les normes de Maastricht, mais qui apparaît très 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 gros pour les Russes, puisque les Russes avaient une économie qui était en excédent budgétaire. Donc voilà, il faudrait qu'ils fassent ça au moins sur 6 à 7 ans. C'est à peu près la période qu'il faudrait. Donc ça, oui, très clairement, il y a une vision du ministère des Finances qui n'a pas pris en compte, d'après ce que me disent mes collègues, et je le pense aussi, qui n'a pas pris en compte les changements structurels de la situation de l'économie russe. Après, pour la Banque centrale, c'est plus compliqué. Je trouve que la Banque centrale a plutôt bien réussi sa politique qui visait à résister aux sanctions financières prises, que ce soit par l'Union européenne ou prises par les États-Unis. Et de fait, on le voit aujourd'hui, les mesures prises par la Banque centrale tendent à accélérer la dédollarisation de l'économie russe, à accélérer le développement de Moscou comme un véritable centre financier. Donc c'est une politique qui ne me semble pas mauvaise. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais regarde tel et tel point. Alors c'est vrai, il y a un problème qui est très clair. Les taux d'intérêt en Russie ont un impact sur l'activité économique, mais cet impact n'est pas le même suivant les branches de l'économie. Pour dire simplement, les branches qui sont de grands exportateurs, le gaz, le pétrole, les métaux, la métallurgie, sont assez peu sensibles au taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'ils se financent par émission de titres. Rosneft vient de placer une grosse émission d'obligations en yuan, donc ça, c'est pas un problème pour eux. Par contre, les entreprises qui sont beaucoup plus dans la mécanique, dans les moyens de transport, dans l'électronique, etc., elles sont beaucoup plus dépendantes des taux d'intérêt. Alors, soit il faudrait imaginer des taux d'intérêt spécifiques par branche, c'est très compliqué, ça peut se faire, mais c'est très compliqué, soit une autre solution consisterait à ce que l'État bonifie, autrement dit, reprenne à sa charge une partie du taux d'intérêt dans certaines branches. Et là, on revient sur la politique du ministère des Finances.
Le ministère des Finances n'est pas du tout d'accord pour cette politique de bonification, parce qu'il dit, ce qui est vrai d'ailleurs, la bonification, ça coûte cher. Ça va nous faire dépenser de l'argent. Oui, mais il faut dépenser de toutes les manières de l'argent dans la situation actuelle. Donc voilà, on a tous ces débats. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment des débats entre spécialistes, entre économistes. Alors il y a aussi le problème de l'excédent commercial qui est énorme. Et c'est justement ce qui me fait dire qu'il faut dépenser de l'argent. Cet excédent commercial ne doit pas être stérilisé, il doit être au contraire réutilisé, en partie du moins, dans l'activité économique. Après, on a le débat tel qu'il est dans les milieux politiques. Alors dans les milieux politiques, c'est assez intéressant. Il y a une critique assez ouverte de la politique du gouvernement, et on reprend très largement l'expression de planification. Il y a un député de la Douma, donc du Parlement russe, qui se fait être le vice-président de la fraction du groupe parlementaire, de la fraction de Russie Juste, qui est un parti pro-Poutine, mais qui n'est pas le parti de Poutine, hein, qui est un parti qui s'est toujours, je dirais, distingué par l'importance des thèmes sociaux. Bon, et qui, lui, a appelé publiquement dans la presse à la constitution d'un Gosplan 2.0. Bon. Voilà, ce sont les thèmes qui sont aujourd'hui discutés, et rien ne serait plus faux que de croire qu'aujourd'hui, en Russie, il n'y ait pas de débat politique. Il y a des débats politiques très importants. Ces débats politiques sont animés, contiennent des critiques contre le gouvernement, voire contre Vladimir Poutine, qui n'est pas épargné par toute une série de gens, mais ces critiques ne sont pas « tu en as fait trop », mais c'est beaucoup plus « tu n'en as pas fait assez ». Bon. Et donc, d'après ce que je comprends, Poutine, d'une certaine manière, se situe au milieu, ou plutôt un petit peu en retrait par rapport à cette vague, si vous voulez, certes nationaliste, patriotique, bon, mais même si, et on le voit par exemple, ce qui est arrivé à Alexei Kudrin, qui était un des représentants des occidentalistes, bon, il sort de la politique, et il va devenir membre du directoire de Yandex. Alors Yandex.Rus, c'est l'équivalent de Google en Russie. C'est une entreprise qui fait d'énormes profits. C'est une énorme poche Afrique. Donc voilà, il va là-bas, mais il quitte en fait un petit peu le domaine de la politique. Bon. Et tout le monde attend, en réalité, un réajustement du gouvernement et du système politique qui tiennent compte des critiques qui ont été portées depuis, grosso modo, le mois de juin dernier, si vous voulez, parce que ces critiques, elles ne datent pas d'il y a quelques semaines, hein, si vous voulez, elles commencent au mois de mai ou au mois de juin dernier. D'accord. Et vous parlez de l'importance, notamment dans le débat public, des thèmes sociaux, les partis... oui, tout à fait. Alors oui, il y a des thèmes sociaux, même si aujourd'hui, le salaire réel est en train, qui avait baissé parce que il y avait eu un gros écart entre l'inflation et le salaire nominal. Et aujourd'hui, sur le mois de novembre, les salaires nominaux sont à peu près à l'équivalent de l'inflation, voire légèrement supérieurs. Donc on peut penser que la baisse du salaire réel va commencer à s'inverser, qu'il y aura à nouveau une croissance du salaire réel au début de l'année 2023. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une forte reprise de la consommation, parce qu'il est clair aussi que les Russes ont eu tendance à faire monter leur taux d'épargne.
D'accord. Donc c'est aussi un phénomène dont il faut tenir compte. Donc il y a ça, mais il y a surtout, sur la politique économique, non pas à très court terme, mais la politique économique à moyen et à long terme, il y a beaucoup de débats, et il y a une grande fraction de l'opinion, alors l'opinion éclairée, hein, c'est-à-dire que ce soit les économistes, que ce soit des hommes politiques, mais dont certains d'ailleurs sont des économistes eux-mêmes. Je pense à monsieur Nikolai Novichkov, il est lui-même économiste, hein, il est à Kazan. Bon, bien, il y a cette idée, il va falloir que l'État assume beaucoup plus ses responsabilités en économie, et il va falloir que l'État coordonne ce qui se passe, et donc il nous faut une forme de coordination générale, vulgo de planification. Bon. Que les gens le disent ouvertement, ou que les gens ne le disent pas, mais ce qu'ils décrivent, ça revient à ça très très vite. Par ailleurs, il y a le problème du développement régional, et il est clair que si l'économie de la Russie bascule vers l'Asie, va se poser le développement des infrastructures, donc en direction de la Chine, mais aussi en direction de l'Iran. Chose que l'on oublie. Alors, tout le monde parle beaucoup du corridor Moscou-Pékin, et du fait que, oui, alors là, le gouvernement russe, il en a pris conscience, il lance des dépenses d'infrastructures importantes sur le transsibérien, il renouvelle la deuxième ligne de transsibérien, ce qu'on appelait le BAM, hein, le Baïkal-Amour magistral. Bon, non. Mais il y a aussi le développement d'une ligne verticale, et où on est à la fois sur du transport ferroviaire et du transport maritime sur la Caspienne. Si vous voulez, depuis le port d'Astrakhan jusqu'au port sur la côte iranienne, qui sont face d'Astrakhan. Bon. Et ça aussi, on sent bien que c'est un des grands projets de développement. Et là encore, entre ce qui est admis dans la société et dans le gouvernement, et les sommes que pour l'instant le ministère des Finances veut bien mettre sur ces questions-là, il y a une grosse différence, et c'est l'objet de débats extrêmement importants. Et dans toute cette crise internationale et les grands questionnements qui en résultent, les pays du Sud, dans tout ça, il y a quelques mois, vous aviez évoqué dans un article la possibilité que les pays du Sud fassent sécession, en quelque sorte, de l'ordre international dominé par on va dire, les pays occidentaux, notamment les États-Unis. Est-ce que vous pourriez développer qu'est-ce qui se profile? Il se profile deux choses. Il se profile d'abord un développement important de l'organisation des BRICS. Cette organisation devrait être rejointe par des pays comme l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine. Après, on a d'autres pays qui ont déposé des dossiers d'adhésion. L'Algérie, effectivement, l'Égypte aussi. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de renforcement des BRICS. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, il y a aujourd'hui un sentiment très anti-occidental qui s'est développé en Afrique. Et il y a deux pays qui en profitent, la Chine et la Russie. Alors tout le monde parle, oui, la Russie, Wagner, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Centrafrique, bien. Ce qui nous touche d'autant plus parce qu'il s'agit de pays francophones et d'anciennes colonies. Mais si on regarde bien à l'ensemble du continent, les pays ont refusé de voter aux Nations Unies contre la Russie, se sont abstenus. Et le développement de l'influence chinoise et russe, qui date de loin, hein. En fait, ce développement, ça fait pas 6 mois qu'il a lieu. L'influence russe et chinoise, elle monte dans cette région-là depuis 15 ans. En réalité, là est en train de passer à une vitesse supérieure et se développe maintenant très rapidement.
La même chose va se poser, ou est en train de se poser en Amérique latine, avec le positionnement du Brésil et de l'Argentine. Donc, oui, il y a une partie des pays du Sud, enfin, du Sud géopolitique, parce qu'il y a des pays qui sont dans des situations économiques très différentes, si vous voulez. L'Indonésie ne se compare pas au Mali. Même si on regarde en Afrique, un pays comme l'Afrique du Sud ou comme le Kenya, Oui. c'est pas le Mali, c'est pas le Gabon, si vous voulez. Bon. Mais globalement, ce qu'on appelle le Grand Sud géopolitique, oui, il est en train de prendre ses distances avec le monde occidental, avec grosso modo les États-Unis et leurs alliés, et il est en train de regarder vers le duopole Russie-Chine de manière de plus en plus évidente, et il devrait regarder encore plus si ce duopole devenait un triangle avec l'intégration de l'Inde dans le processus, c'est-à-dire le fait que, en particulier dans le cadre des BRICS, les 3 pays qui, d'une certaine manière, seraient les pays moteurs des BRICS, devraient être la Chine, la Russie et l'Inde.